Au nom de l'association des Amis du domaine de Méric, j'ai le plaisir d'ouvrir cette deuxième saison de Journée du patrimoine, consacrée cette année par notre association au plaisir réuni, du moins nous l'espérons, de la gastronomie, de la lecture en plein air et de la musique. Un déjeuner sur l'herbe symbolique, qui est plutôt cette année, vous l'aurez remarqué, un goûter sur une herbe transformée en terre battue par un été plus que caniculaire. L'année dernière, en 2016, c'est la figure du peintre Frédéric Bazille qui avait inspiré notre thématique. Grâce à une exposition que le musée Fabre consacrait à ce peintre, poursuivie ensuite au musée d'Orsay à Paris, et encore ensuite, cet automne, à la National Gallery de Washington. Cette année, nous avons souhaité rendre hommage au père de Frédéric, grand personnage de notre patrimoine languedocien, Gaston Bazille. Nous avons pris comme fil rouge de cet après-midi une série de menus auxquels Gaston Bazille a assisté en tant que sénateur de la République à Paris, comme l'annonce l'affiche qui sert de programme et que vous trouvez, donc que vous pouvez avoir en lecture. Une affiche du dîner du 9 mai 1889, jour à l'occasion aussi de l'exposition universelle qui allait donner naissance à la Tour Eiffel. Et pour vous mettre en appétit, mais garder un peu de force, je vais donner une lecture un peu protocolaire de ce dîner. Ce dîner commençait par un consommé de volaille nationale, suivi de bisques d'écrevisses à la parisienne, puis des bouchées masséna, une truite saumonée sauce verte et un filet de bœuf à la Rossini, caneton de Rouen bigarade, côtelettes d'agneau jardinière, caille à la Lupulus, salade de homard en belle vue. On s'arrête un peu, on descend. Et on reprend. Dindonneau truffé, sauce irrigueux, foie gras glacé en rocher, asperges en branche, haricots verts nouveaux, glace panachée et enfin le gâteau cosmopolite. Comme vous le notez, il faut de l'appétit et sans plus tarder, avant que nous ne lisions quelques textes et que nous n'entendions de la musique, je laisse la parole à notre président pour quelques mots sur ces menus. Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue à tout le monde. Excusez-nous un peu pour la technique hésitante, parce que nous, l'association a peu de moyens, donc nous avons une seule prise pour un seul câble, donc ce qui m'oblige un peu à jongler entre les deux. Voilà. Je vous souhaite la bienvenue à ce déjeuner sur l'herbe, animation littéraire et musicale que notre association vous a préparé cette année. Pour faire la fête à Méric et pour honorer spécialement Gaston Bazille. Et non pas Frédéric Bazille, que nous aimons beaucoup aussi, mais cette année, c'est le tour de son père. Gaston Bazille, sénateur et propriétaire des lieux, ici, où son fils est venu peindre. Pourquoi Gaston Bazille? Il faut savoir que le musée Fabre a acquis récemment une collection riche de menus ayant appartenu au sénateur Bazille, Gaston Bazille. Cette collection est maintenant propriété donc, du musée Fabre et nous avons eu la permission donc, de reproduire quelques exemplaires, alors pas tout, puisqu'il y a plus de je crois, 70 menus qui nous sont parvenus par ce moyen. Alors d'où viennent ces menus?
Eh bien, c'est un collectionneur et bouquiniste à Montpellier qui les a achetés, qui les a gardés précieusement. Et voilà, et maintenant, c'est un trésor en plus du musée Fabre. Nous remercions la métropole de Montpellier et le musée Fabre, en la personne de Michel Hilaire, de nous avoir autorisé de les reproduire et aussi de reproduire un très beau tableau de Glaise que vous voyez au fond. Hein, ça s'appelle le goûter champêtre, souvenir des Pyrénées, où on voit le collectionneur Alfred Bruyas, vous pouvez le voir peut-être plus à l'aise tout à l'heure, dans les Pyrénées. Et c'est un peu l'esprit de ce goûter qu'on voulait ici un peu représenter sur le tableau, sauf que sur le tableau dans les Pyrénées, il y a plus d'eau, donc il y a plus de gazon et plus de verdure. Vous voyez ici, on est entouré d'un échantillon de menus. Donc certains ont eu lieu à Palavas, il y en a qui sont à Montpellier, d'autres à Paris. Alors ici le plus intéressant, ou un des très intéressants, c'est celui-là. Vous allez me dire, bon, c'est tout banal avec la Tour Eiffel. Voilà, à la présidence de la République. Évidemment, il faut comprendre que la Tour Eiffel, elle est toute neuve. On ne la connaissait pas, c'est la nouveauté de l'année 1889. Et donc, c'était quelque chose d'assez ébahissant. Je remercie aussi, toujours du côté du musée Fabre, Madame Gros de Miery, qui nous a aidés et qui nous a guidés dans l'exploration de ces menus. Et donc c'est une personne qui connaît mieux que personne ce fonds, alors nous attendons avec impatience une publication plus fouillée de ce fonds. Nos remerciements s'adressent aussi à la ville et notamment aux deux maisons pour tous, Albert Dubout et Frédéric Chopin, qui nous ont prêté des chaises pour que vous soyez assis. Un remerciement particulier aussi à Astrid Steinmetz qui nous a équipés en costume. Je l'avais vue, elle était là. Voilà. Donc merci beaucoup pour donner un peu, contribuer à mettre un peu l'ambiance. Je remercie aussi M. Nicolas Dematé pour son aide dans la réalisation des bâches qui sont très belles. Donc merci beaucoup aussi pour cette aide. Et ensuite, je n'oublie pas les musiciens qui sont un peu cachés, qui ont un peu de câble, oui, pour les remercier. Donc il y a Laure, Tessa, Jackie, Lise et Armel. Donc on les remercie de leur fidélité. Ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour répéter, mais ils ont répété quand même, comme il faut. Et voilà, ils sont parmi nous. Et puis toutes les autres personnes qui nous ont aidés. Et ici, je salue aussi M. Cour de la mairie, bonjour. Voilà, donc merci de nous recevoir dans ces parcs et ces jardins qui sont son domaine. Alors rapidement, vous allez dire, mais Gaston Basile, on ne le connaît pas. Si, vous l'avez tous vu sur le tableau de Frédéric Basile, la réunion de famille. Il est assis au milieu, des siens, le regard tourné vers le lointain. Alors qui est-ce? C'est quelqu'un qui a fait des études de droit, mais finalement il n'a pas exercé le droit, il n'était pas avocat, mais il a travaillé comme propriétaire agricole à cause du mariage avec sa femme Camille Vialard, par laquelle il a eu des domaines importants, notamment du côté de Latte. Il se consacre entièrement à son domaine, à ses domaines, il faut dire au pluriel, et à ses vaches, qui sont les plus belles de la région, hein, il faut savoir. Alors, c'est pas les vaches de Méric, hein, malheureusement, parce qu'ici, les vaches seraient un peu malheureuses. À Latte, ça allait beaucoup mieux. Et il gagne des prix chaque année, plusieurs prix avec ses vaches. C'est vraiment, et puis le premier prix, hein, pas le deuxième. Hein. Donc, c'est vraiment quelqu'un de connu pour ses vaches. 1868, c'est une année importante pour tous les amoureux de Méric, parce que Frédéric Basile a fini son tableau Vue de village, 1868. Alors, pour Gaston, c'est plutôt un désastre parce que le vignoble français est attaqué par une nouvelle maladie inconnue, on ne sait pas la traiter, et on ne sait même pas d'où ça vient, et avec Planchon, monsieur Planchon qui habite de l'autre côté de la rue, la campagne Planchon, avec Planchon et Sahu,
il découvre sa cause, donc c'est le phylloxéra. Le phylloxéra, c'est un insecte qui mange les racines, qui détruit les racines. Sans racines, la vigne ne peut pas produire, donc c'est la désolation. C'est Gaston Basile qui découvre la cause, et aussi c'est Basile qui trouve la parade à cette malédiction, et c'est la greffe sur des plants américains. Ça veut dire on prend des racines américaines qui sont résistantes et on greffe dessus les plants européens. Mais disons, il faut chercher un petit peu, et puis Basile a la patience de le faire. Voici le portrait. Oui, pardon, il est élu aussi sénateur, c'est pour ça, ça explique les menus que vous voyez. Il est en 1879, Gaston Basile était élu sénateur républicain, et il exerce ses fonctions pendant 9 ans, notamment il est en commission avec Victor Hugo et d'autres personnes célèbres de l'époque. Voici le portrait que lui rendent ses collègues de la Société centrale de l'agriculture, dont il fut longtemps le président. Séduisant, expansif, conteur, charmant et inépuisable, il exerçait sur ses visiteurs et ses auditeurs un attrait irrésistible. Esprit ingénieux et hardi, mais vérifiant chez lui par des expériences minutieuses et patientes les idées qu'il avait émises. Donc c'est un esprit vraiment très vif. Il a fait des recherches jusqu'à la fin de sa vie pour améliorer l'agriculture, les vignobles, les vaches. Donc voilà, c'est quelqu'un d'attachant et dont la vie reste à raconter. Nous nous intéressons pas aux vaches maintenant aussi. Aux vaches aussi on les mange. On va passer au menu. Basile nous a laissé menu. Alors voici quelques exemples. Donc vous allez les voir peut-être après. Mais pourquoi un menu? Un menu, finalement, c'est aussi un peu une nouveauté, moins que la Tour Eiffel, mais l'habitude d'annoncer ce qu'on va manger, c'est apparu au milieu du 19e siècle, et au début, les gens n'étaient pas convaincus du tout. Je lis le manuel des Amphitryon en 1808. C'est une question qui a souvent été agitée parmi les gens du monde, de savoir s'il faut communiquer le menu du dîner aux convives, ou leur en faire un mystère. Dans le premier cas, ils règlent leur appétit sur la nature des mets, ce qui paralyse le service et le fait languir. Dans le second, ils se livrent aux entrées de manière que le rôti et les entremets ont souvent tort, c'est-à-dire on ne les mange pas. Voilà sans doute deux grands inconvénients, mais comme le dernier est le moindre, attendu qu'un vrai gourmand a toujours de l'appétit, de reste, au service des bons morceaux, nous pensons que le menu doit être un secret entre le cuisinier et l'amphitryon. Ici, nous faisons le contraire. Vous avez le menu et voilà, vous faites comme vous voulez, vous lisez le menu ou pas. En tout cas, à table et musique.
par nos musiciens. Sur la musique de Lalande, une invitation au souper du roi. Le roi Louis XIV, parce que c'est bien de lui qu'il s'agit, était connu pour son énorme appétit. Ainsi qu'en témoigne une lettre que quelqu'un qui l'a bien connu, la princesse Palatine, relate à son sujet, au sujet de son appétit. Le roi, feu monsieur, Monseigneur le Dauphin et Monsieur le Duc de Berry étaient de grands mangeurs. J'ai vu souvent le roi manger 4 pleines assiettes de soupes diverses. Un faisan entier, une perdrix, une grande assiette de salade, 2 grandes tranches de jambon, du mouton au jus et à l'ail, une assiette de pâtisserie, et puis encore du fruit et des œufs durs. Le roi et feu monsieur aimaient beaucoup les œufs durs. Mais un personnage littéraire incarne, nous tous, cet appétit vorace avec éclat. Ce personnage, c'est Gargantua, qui s'attaque, dans le texte qui va nous être lu, d'entrée de jeu, à une laitue et à 6 malheureux pèlerins qui allaient vers Compostelle, qui s'étaient réfugiés, à Compostelle ou pas à Compostelle, ailleurs, mais qui s'étaient réfugiés dans un potager. Pierre, que nous racontions ce qu'il advint à 6 pèlerins qui venaient de Saint-Sébastien près de Nantes et qui, pour s'héberger cette nuit-là de peur des ennemis, s'étaient cachés au jardin, sous les tiges de pois, entre les choux et les laitues. Gargantua se trouvait quelque peu altéré et demanda si l'on pouvait trouver des laitues pour faire salade. Et ils entendent dire qu'il y en avait des plus belles et grandes du pays, car elles étaient comme pruniers et noyers. Gargantua voulut s'y aller lui-même et en emporta dans sa main ce que bon lui sembla. Ensemble, emporta les pèlerins, lesquels avaient si grande peur qu'ils n'osaient ni parler ni tousser. Comme ils les lavaient donc premièrement à la fontaine, les pèlerins disaient à voix basse l'un à l'autre: « Que faire? Nous nous noyons ici entre ces laitues. Parlerons-nous? Mais si nous parlons, il nous tuera en nous prenant pour des espions. » Et comme ils délibéraient ainsi, Gargantua les mit avec ses laitues dans un plat de la maison grand comme le tonneau de Cîteaux, et avec quelques huile et vinaigre et sel, il les mangea pour se rafraîchir avant souper. Et il avait déjà avalé 5 des 6 pèlerins. Le 6e était dans le plat, caché sous une laitue, sauf son bourdon, qui paraissait au-dessus. Lequel, voyant Grand Gousier, dit à Gargantua: « Je crois que c'est une corne de limaçon, ne le mangez point. »« Pourquoi ?» dit Gargantua. « Ils sont bons, tous moi. » Et tirant le bourdon ensemble avec le pèlerin, il le mangea très bien. Puis il but un énorme trait de vin pinot, et ils attendirent que l'on s'apprêtât à souper. Les pèlerins, ainsi dévorés, se dirigèrent hors des meules et des dents le mieux qu'ils purent, et ils pensaient qu'on allait les mettre dans quelque basse fosse de prison. Et lorsque Gargantua vit un grand trait, ils crurent se noyer dans sa bouche, et le torrent de vin presque les emporta au gouffre de son estomac. Toutefois, sautant avec leur bourdon, ils firent comme les pèlerins du Mont Saint-Michel à l'orée des dents. Mais par malheur, l'un d'eux, tâtant le pays avec son bourdon pour savoir s'ils étaient en sûreté, il frappa rudement au défaut d'une dent creuse et heurta le nerf de la mandibule, dont fit grande douleur à Gargantua, qui se mit à crier de la rage qu'il endurait. Fort heureusement, la nourriture est plus souvent associée dans la mémoire collective à de bons souvenirs d'enfance ou aux spécialités de chaque cuisinière qui réveille les papilles, comme ici dans le texte qui va vous être lu, les papilles d'un commissaire de police italien, fort gourmand, le fameux Montalbano, personnage d'un roman policier d'Andrea Camilleri. Cette fois,
C'est une recette italienne, la recette des arancini, qu'il va célébrer et qu'il nous livre dans son roman. Dès ce soir, vous pourrez, si vous avez encore faim, l'expérimenter sur vos fourneaux. Camille Léry, donc, d'Albano. Gesù, gli arancini di Adelina. D'où Jésus, les arancini di Adelina, il ne les avait goûtés qu'une fois, un souvenir qui lui était certainement passé dans l'ADN, dans le patrimoine génétique. Adelina, il mettait bien 2 bonnes journées à les préparer. Il en connaissait par cœur la recette. La veille, on fait un aggrassato, mélange de veau et de porc en gelée, en partie égale, qui doit cuire à feu très bas, lentissimo, pendant des heures et des heures, avec oignons, tomates, céleri, persil et basilic. Le lendemain, on prépare un risotto, ce qu'on appelle à la milanaise, sans safran, ah, par pitié. On le verse sur une planche, on le mélange à l'œuf et on le fait refroidir. Pendant ce temps, on cuit les petits pois, on fait une béchamel, on réduit en petits morceaux quelques tranches de salami, on en fait toute une préparation avec la carne aggrassata, la viande gelée, hachée avec le hachoir, demi-lune, pas de mixeur, pour l'amour de Dieu. La sauce de la viande se mélange au riz. À ce point, on prend un peu de risotto, on l'arrange dans la paume d'une main, tenue en forme de conque. On y met dedans l'équivalent d'une cuillère de la préparation. On le recouvre, ce qu'il faut de riz, pour former une belle boulette. Chaque boulette est roulée dans la farine, puis on la passe dans le blanc d'œuf et la chapelure. Ensuite, tous les arancini sont glissés dans une cuvette d'huile bouillante. On les fait frire jusqu'à ce qu'ils prennent une couleur vieil or, vecchioro. On les laisse s'écouter sur le papier et là, à la fin, ringraziano signorozzo, grâce soit rendue au Seigneur. On les mange. Si mangiano. Grazie.
Traviata de Verdi. En effet, toute cette nourriture riche appelle, vous l'avez entendu, un accompagnement coulisson. Les vins teintent dans les coupes, on trinque et on se donne de l'appétit pour enchaîner sur des suites solides. Il arrive pourtant un moment où l'on se dit « Non, ce n'est pas raisonnable, je n'ai plus faim ». Mais la succulence ou la politesse vous invite à poursuivre tout de même le festin. Comme ici, chez Marcel Proust, quand la cuisinière Françoise a concocté pour toute la famille un très très beau programme. Au fond permanent de côtelettes, de pommes de terre, de confitures, de biscuits, qu'elle ne nous annonçait même plus, Françoise ajoutait, selon les travaux des champs et des vergers, le fruit de la marée, les hasards du commerce, les politesses des voisins et son propre génie. Et si bien que notre menu, comme ces 4 feuilles qu'on sculptait au XVIIIe siècle au portail des cathédrales, reflétait un peu le rythme des saisons et les épisodes de la vie. Une barbue, parce que la marchande lui en avait garanti la fraîcheur. Une dinde, parce qu'elle en avait vu une belle au marché de Roussainville-le-Pin. Des cardons à la moelle, parce qu'elle ne nous en avait pas encore fait de cette manière-là. Un gigot rôti, parce que le grand air creuse et qu'il y avait bien le temps d'ici 7 heures. Des épinards, pour changer. Des abricots, parce que c'était encore une rareté. Et des groseilles, parce que dans 15 jours, il n'y en aurait plus.
des framboises que Swann avait apportées exprès, des cerises, les premières qui vinssent du cerisier du jardin, après 2 ans qu'il n'en donnait plus, du fromage à la crème, que j'aimais bien autrefois, un gâteau aux amandes, parce qu'elle l'avait commandé la veille, ou une brioche, parce que c'était notre tour de l'offrir. Quand tout cela était fini, composé expressément pour nous, mais dédié plus spécialement à mon père, qui était amateur, une crème au chocolat. Inspiration, attention personnelle de Françoise, nous était offerte, fugitive et légère comme une œuvre de circonstance où elle avait mis tout son talent. Et celui qui refusait d'en goûter en disant « J'ai fini, je n'ai plus faim », se serait immédiatement ravalé au rang de ces goujats qui, même dans le présent qu'un artiste leur fait d'une de ses œuvres, regardent au poids et à la matière, alors que n'y valent que l'intention et la signature. Même en laisser une seule goutte dans le plat, eût témoigné de la même impolitesse que de se lever avant la fin du morceau au nez du compositeur.
intermède musical de Bellini. Comment direz-vous, nous n'en sommes encore qu'au hors-d'œuvre, alors que nous avons ingurgité tant de nourriture? C'est qu'il faut revenir au sens historique du mot entremets, tel qu'on le trouve dans le dictionnaire de Trévoux, par exemple. Qu'est-ce que c'était, qu'entendait-on à cette époque-là par hors-d'œuvre? Hors-d'œuvre s'emploie aussi comme un seul mot, et alors il se dit ordinairement des petits ragoûts qu'on sert aux bonnes tables, outre les plats d'entrée ou entremets, qui sont rangés avec quelque ordre. Il faut comprendre donc qu'on sert des hors-d'œuvre à chaque service, parmi lesquels des fruits de mer, et notamment des huîtres, dont le philosophe Voltaire était, paraît-il, fort friand, à condition d'y mettre certaines conditions. Voici les conditions de Voltaire, dans une lettre. Madame Denis mangera demain vos huîtres. Je pourrais bien en manger aussi, pourvu qu'on les grille. Je trouve qu'il y a je ne sais quoi de barbare à manger une aussi jolie petite animal tout cru. Quant au grand gastronome Grimaud de la Reynière, il nous fournit des indications sur les quantités raisonnables et même déraisonnables à consommer des huîtres. Voici ce qu'il dit. Grimaud de la Reynière. Les huîtres sont le prélude ordinaire et en quelque sorte indispensable de tous les déjeuners d'hiver. Mais c'est un prélude qui revient souvent fort cher, on l'avez remarqué. D'abord parce qu'il nécessite une grande consommation d'excellents vins blancs, après lequel il n'est plus permis d'en servir de médiocres. Ensuite, par l'indiscrétion de certains convives qui mettent leur amour-propre à les engloutir par centaines dans leurs estomacs sortement vaniteux. Jouissance doublement insipide, en ce qu'elle ne procure aucun plaisir réel et qu'elle afflige souvent un amphitryon estimable. Il est prouvé par l'expérience qu'au-delà de 5 à 6 douzaines, les huîtres cessent bien certainement de flatter le goût et de stimuler l'appétit. Le péché de gourmandise n'est pas propre aux païens et aux laïcs, et la littérature a laissé d'autres célèbres témoignages d'ecclésiastiques qui y ont succombé. C'est le cas du chapelain dans le conte Les Trois Messes basses d'Alphonse Daudet. Buffet, Garrigou? Oui, mon révérend, 2 dindes magnifiques, bourrées de truffes. J'en sais quelque chose, puisque c'est moi qui ai aidé à les remplir. On aurait dit que leur peau allait craquer en rôtissant, tellement elle était tendue. Jésus-Maria, moi qui aime tant les truffes, donne-moi vite mon surplus, Garrigou. Et avec les dindes, qu'est-ce que tu as encore aperçu à la cuisine? Oh, toutes sortes de bonnes choses. Depuis midi, nous n'avons fait que plumer des faisans, des huppes, des gélinottes, des coques de bruyère. La plume a envolé partout. Puis, de l'étang, on a apporté des anguilles, des carpes dorées, des truites, des... Grosses comment les truites, Garrigou? Grosses comme ça, mon révérend. Énormes. Oh Dieu, il me semble que je les vois. As-tu mis le vin dans les burettes? Oui, mon révérend, j'ai mis le vin dans les burettes. Mesdames, il ne vaut pas celui que vous boirez tout à l'heure en sortant de la messe de minuit. Si vous voyez cela dans la salle à manger du château, toutes ces carafes qui flambent, pleines de vin de toutes les couleurs, et la vaisselle d'argent, les surtouts ciselés, les fleurs, les candélabres. Jamais il ne se sera vu de réveillon pareil. Monsieur le marquis a invité tous les seigneurs du voisinage. Vous serez au moins 40 à table, sans compter le bailli ni le tabellion. Ah, vous êtes bien heureux d'en être, mon révérend.
Rien que d'avoir flairé ces belles dindes, l'odeur des truffes me suit partout. Allons, allons, mon enfant. Gardons-nous du péché de gourmandise. Surtout la nuit de la nativité. Va bien vite allumer les cierges et sonner le premier coup de la messe. Car voilà que minuit est proche et il ne faut pas nous mettre en retard. C'est la messe de minuit qui commence. Dans la chapelle du château, une cathédrale en miniature, aux arceaux entrecroisés, aux boiseries de chêne, montant jusqu'à hauteur des murs, les tapisseries ont été tendues. Tous les cierges allumés. Et que de monde, et que de toilettes. Au fond, sur les bancs, c'est le bas-office, les servantes, les métayers avec leurs familles. Là-bas, tout contre la porte, qu'ils en trouvent et referment discrètement, messieurs les marmitons qui viennent entre deux sauces prendre un petit air de fête, de messe, et apporter une odeur de réveillon dans l'église, tout en fête et tiède de tant de cierges allumés. Est-ce la vue de ces petites barrettes blanches qui donnent des distractions à l'officiant? Ne serait-ce pas plutôt la sonnette de Garrigou, cette enragée petite sonnette qui s'agite au pied de l'autel, avec une précipitation infernale et semble dire tout le temps « Dépêchons-nous, dépêchons-nous ! Plus tôt nous aurons fini, plus tôt nous serons à table. » Le fait est que chaque fois qu'elle tinte, cette sonnette du diable, le chapelain oublie sa messe et ne pense plus qu'au réveillon. Il se figure les cuisiniers en rumeur, les fourneaux où brûle un feu de forge, la buée qui monte des couvercles entr'ouverts, et dans cette buée, deux dindes magnifiques, bourrées, tendues, marbrées de truffes. Ou bien encore, il voit passer des files de pages portant des plats enveloppés de vapeur tentante, et avec eux, il entre dans la grande salle, déjà prête pour le festin. Ô délice! Voilà l'immense table, toute chargée et flamboyante, les pans habillés de leurs plumes, les faisans écartant leurs ailes mordorées, les flacons couleur de rubis, les pyramides de fruits éclatants parmi les branches vertes, et ces merveilleux poissons dont parlait Garrigou, étalés sur un lit de fenouil, l'écailles nacrées comme s'ils sortaient de l'eau, et avec un bouquet d'herbes odorantes dans leurs narines de monstres. Si vive est la vision de ces merveilles, qu'il semble à Dom Balaguer que tous ces plats mirifiques sont servis devant lui sur les broderies de la nappe d'autel, et 2 ou 3 fois, au lieu du Dominus Vobiscum, il se surprend à dire le Benedicite. À part ces légères méprises, le digne homme débite son office très consciencieusement, sans passer une ligne, sans omettre une génuflexion, et tout marche assez bien jusqu'à la fin de la première messe. Car vous savez que le jour de Noël, le même officiant doit célébrer 3 messes consécutives. Et d'une, se dit le chapelain avec un soupir de soulagement. Puis, sans perdre une minute, il fait signe à son clerc, ou celui qui croit être son clerc, et c'est la seconde messe qui commence. Et avec elle commence aussi le péché de Dom Balaguer. Vite, vite, dépêchons-nous, lui crie de sa petite voix aigrelette la sonnette de Garrigou. Et cette fois, le malheureux officiant, tout abandonné au démon de gourmandise, se rue sur le missel et dévore les pages avec l'avidité de son appétit en surexcitation. Frénétiquement, il se baisse, se relève, esquisse le signe de croix, les génuflexions, raccourcit tous ses gestes pour avoir plutôt fini. À peine s'il étend les bras à l'évangile, s'il frappe sa poitrine au confiteor. Entre le clerc et lui, c'est à qui bredouillera le plus vite. Versets et réponses se précipitent, se bousculent. Les mots à moitié prononcés sans ouvrir la bouche, ce qui prendrait trop de temps, s'achève en murmures incompréhensibles. Et de deux, se dit le chapelain, tout essoufflé, puis sans prendre le temps de respirer, rouge, suant, il dégringole les marches de l'autel et c'est la 3e messe qui commence. Il n'y a plus que quelques pas à faire pour arriver à la salle à manger. Mais hélas, à mesure que le réveillon approche, l'infortuné Balaguer se sent pris d'une folle d'impatience et de gourmandise. Sa vision s'accentue. Les carpes dorées, les dindes rôties sont là, là. Il les touche, il les... Oh Dieu! Les plats fument, les vins embaument, et secouant son gros lot enragé, la petite sonnette lui crie « Vite, vite, encore plus vite !» Mais comment pourrait-il aller plus vite? Ses lèvres remuent à peine, il ne prononce plus les mots, à moins de tricher tout à fait le bon Dieu et de lui escamoter sa messe.
Et c'est ce qu'il fait, le malheureux. De tentation en tentation, il commence par sauter un verset, puis deux, puis l'épître est trop longue. Il ne la finit pas, effleure l'évangile, passe devant le credo sans entrée, saute le pater, salue de loin la préface, et par bond et par élan, se précipite ainsi dans la damnation éternelle. Quand Dom Balaguer, la figure rayonnante, se tourne vers l'assistance en criant de toutes ses forces « Ite, missa est !» il n'y a qu'une voix dans la chapelle pour lui répondre un Deo Gratias, si joyeux, si entraînant, qu'on se croirait déjà à table au premier toast du réveillon.
c'est la fin des enfants à grappiller ici ou là. Donc les enfants sont tout à fait autorisés à ouvrir leur paquet, à commencer à manger leur gâteau. Ils l'ont déjà d'ailleurs bien commencé. Les adultes aussi d'ailleurs. Les grappiller comme la pie, parce que comme dans un menu du 19e siècle, ça prend son temps. Voilà. Et dans les menus du 19e siècle, il y avait un moment où on commençait un petit peu à caler, il fallait quelques trous normands et des nourritures un petit peu plus rafraîchissantes. C'était l'endroit où, vous voyez, en gros, il y avait des sorbets. Oui. Voici ce qu'un expert en sorbet du 19e siècle recommandait pour ces fameux trous normands. Les sorbets aux fruits les mieux réputés sont à la fraise, aux 4 fruits rouges, à la meurise, à la pêche, à l'orange, à l'ananas, à la poire de crassane, au verjus muscat, au melon vineux et à l'épine vinette. On en fait également avec toutes les eaux distillées d'aromates exotiques et de fleurs indigènes, parmi lesquelles on distingue assez agréablement les sorbets à l'eau d'héliotrope, à l'eau de violette et à l'eau de jasmin. On peut employer à la confection des sorbets nos vins de Frontignan, de Lunel ou de Rivesaltes. Mais il peut y avoir aussi des fruits, et notamment de belles grenades rouges d'automne que célébrait le poète sétois Paul Valéry. Dures grenades entr'ouvertes, cédant à l'excès de vos grains, je crois voir des fronts souverains éclater de leur découverte. Si les soleils par vous subis, ô grenades entrebâillées, vous ont fait d'orgueil travailler, craquer les cloisons de rubis, et que si leur sec de l'écorce, à la demande d'une force, crève en gemmes rouges de jus, cette lumineuse rupture fait rêver une âme que j'eus de sa secrète architecture.
dans les tables plus modestes. Nous entendrons donc successivement faire l'éloge du dindon par Brillat Savarin, tandis que Zola, dans l'Assommoir, nous fera entrer dans le royaume du gibier, des viandes et des sauces. Attention, vegan, s'abstenir. Donc nous allons enchaîner les lectures. Brillat Savarin et Zola. Brillat Savarin des Dondiniphiles. Permettez, en tant qu'éleveur de dindons et originaire de Dordogne, la sauce périgueuse, ça me connaît, c'est moi qui vais vous présenter les dindonophiles. Le dindon est le plus gros, et sinon le plus fin, du moins le plus savoureux de nos oiseaux domestiques. Il jouit encore de l'avantage unique de réunir autour de soi toutes les classes de la société. Quand les vignerons et les cultivateurs de nos campagnes veulent se régaler dans les longues soirées d'hiver, que voit-on rôtir au feu brillant de la cuisine où la table est mise? Un dindon. Quand le fabricant utile, quand l'artiste laborieux rassemble quelques amis pour jouir d'un relâche d'autant plus doux qu'il est plus rare, quelle est la pièce obligée du dîner qu'il leur offre? Un dindon farci de saucisses ou de marrons de lion. Et dans nos cercles les plus éminemment gastronomiques, dans ces réunions choisies où la politique est forcée de céder le pas aux dissertations sur le goût, qu'attend-on? Que désire-t-on? Que voit-on au second service? Une dinde truffée. Et mes mémoires secrets contiennent la note que son suc restaurateur a plus d'une fois éclairci des farces éminemment diplomatiques. L'importance des dindons est devenue la cause d'une addition importante à la fortune publique et donne lieu à un commerce assez considérable. Alors voilà avec Germinal un repas dans un milieu très populaire pour lesquels ce repas est vraiment quelque chose d'extraordinaire à l'occasion de la communion de Nana. Ah tonnerre! Quel trou dans la blanquette! Si l'on ne parlait guère, on mastiquait ferme. Le saladier se creusait, une cuillère plantée dans la sauce épaisse, une bonne sauce jaune qui tremblait comme de la gelée. Là-dedans, on pêchait les morceaux de veau. Et il y en avait toujours. Le saladier voyageait de main en main, les visages se penchaient et cherchaient des champignons. Les grands pains, posés contre le mur derrière les convives, avaient l'air de fondre. Entre les bouchées, on entendait les culs des verres tomber sur la table. La sauce était un peu trop salée. Il fallut 4 litres pour noyer cette bougresse de blanquette qui s'avalait comme une crème et qui vous mettait un incendie dans le ventre. Et l'on n'eut pas le temps de souffler. L'épiné de cochon monté sur un plat creux, flanqué de grosses pommes de terre rondes, arrivait au milieu d'un nuage. Il y eut un cri. Sacré nom! C'était trouvé! Tout le monde aimait ça. Pour le coup, on allait se mettre en appétit. Et chacun suivait le plat d'un œil oblique en essuyant son couteau sur son pain afin d'être prêt. Puis, lorsqu'on se fut servi, on se poussa du coude, on parla, la bouche pleine. Quel beurre cet épiné! Quelque chose de doux et de solide qu'on sentait couler le long de son boyau, jusque dans ses bottes. Les pommes de terre étaient un sucre. Ça n'était pas salé. Mais juste à cause des pommes de terre, ça demandait un coup d'arrosoir. Toutes les minutes, on cassa le goulot à 4 nouveaux litres. Les assiettes furent si proprement torchées qu'on n'en changea pas pour manger les pois ou lard. Oh, les légumes ne tiraient pas à conséquence, on gobait ça à pleine cuillère en s'amusant.
De la vraie gourmandise, enfin, comme dirait le plaisir des dames. Le meilleur, dans les pois, c'étaient les lardons grillés à point, puant le sabot de cheval. 2 litres suffirent. Puis, une clameur s'éleva, où l'on distinguait les voix aiguës, les sauts de joie des enfants. Et il y eut une entrée triomphale. Gervaise portait l'oie, les bras raidis, la face suante, épanouie dans un large sourire silencieux. Les femmes marchaient derrière elle, riaient comme elle, tandis que Nana, tout en bout, les yeux démesurément ouverts, se haussait pour voir. Quand l'oie fut sur la table, énorme, dorée, ruisselante de jus, on ne l'attaqua pas tout de suite. C'était un étonnement, une surprise respectueuse qui avait coupé la voie à la société. On se la montrait avec des clignements d'yeux et des hochements de menton. Sacré matin! Quelle dame! Quelle cuisse! Et quel ventre! Et les légumes alors? Les appétissantes asperges en branche annoncées sur le menu, ou les haricots verts, nouveaux. Encore une petite place pour eux? Il faut croire que oui, si l'on sait qu'on les servait au XIXe siècle en entremets. Voici comment, en cuisine, les enfants, là, peuvent se rendre utiles en écossant les petits pois qui n'existent pas uniquement en conserve servis à la cantine. Aider à écosser des petits pois. C'est presque toujours à cette heure creuse de la matinée, où le temps ne penche plus vers rien. Oubliez les bols et les miettes du petit déjeuner. Loin encore les parfums mitonnés du déjeuner. La cuisine est si calme, presque abstraite. Sur la toile cirée, juste un carré de journal, un tas de petits pois dans leur cosse, un saladier. On n'arrive jamais au début de l'opération. On traversait la cuisine pour aller au jardin, pour voir si le courrier était passé. Je peux t'aider? Ça va de soi, on peut t'aider. On peut s'asseoir à la table familiale et d'emblée trouver pour l'écossage ce rythme nonchalant, pacifiant, qui semble suscité par un métronome intérieur. C'est facile d'écosser les petits pois. Une pression du pouce sur la fente de la gousse et elle s'ouvre, docile, offerte. Quelques-unes moins mûres sont plus réticentes. Une incision de l'ongle de l'index permet alors de déchirer le verre et de sentir la mouillure et la chair dense juste sous la peau faussement parcheminée. Après, on fait glisser les boules d'un seul doigt. La dernière est si minuscule, parfois on a envie de la croquer. Ce n'est pas bon. Un peu amer, mais frais comme la cuisine de 11 heures. Cuisine de l'eau froide, des légumes épluchés. Tout près, contre l'évier, quelques carottes nues brillent sur un torchon, finissent de sécher. Alors, on parle à petits coups, et là aussi, la musique des mots semble venir de l'intérieur, paisible, familière.
De temps en temps, on relève la tête pour regarder l'autre à la fin d'une phrase. Mais l'autre doit garder la tête penchée. C'est dans le code. On parle de travail, de projet, de fatigue, pas de psychologie. L'écossage des petits pois n'est pas conçu pour expliquer, mais pour suivre le cours, allégé contre-temps. Il y en aurait pour 5 minutes, mais c'est bien de prolonger, d'alentir le matin gousse à gousse, manches retroussées. On passe les mains dans les boules écossais qui remplissent le saladier, c'est doux. Toutes ces rondeurs contiguës font comme une eau vert tendre, et l'on s'étonne de ne pas avoir les mains mouillées. Un long silence de bien-être clair, et puis il y aura juste le pain à aller chercher.
en musique et pas uniquement par les beaux textes de l'herbe. Ça nous rappelle que les petits pois, comme c'est affiché, se situent vers la fin d'un programme gastronomique. Donc nous nous acheminons lentement mais sûrement, pour les enfants, vers le dessert et les gâteaux, point d'orgue de tout repas de noces réussi. Le repas de mariage de Charles et d'Emma Bovary est dans toutes les mémoires des élèves, des lycéens. Clos après bien des services, je parle du repas, par une pièce montée d'une indescriptible complexité. C'était sous le hangar de la charreterie que la table était dressée. Il y avait dessus 4 aloyaux, 6 fricassés de poulet, du veau à la casserole, 3 gigots, et au milieu, un cochon de lait rôti, flanqué de 4 andouilles à l'oseille. Aux angles se dressait l'eau de vie dans des carafes. Le cidre doux, en bouteille, poussait sa mousse épaisse autour des bouchons, et tous les verres d'avance avaient été remplis de vin jusqu'au bord. De grands plats de crème jaune qui flottaient d'eux-mêmes au moindre choc de la table présentaient, dessinés sur leur surface unie, les chiffres des nouveaux mariés, en arabesque de noms pareils. On avait été chercher un pâtissier à Yvetot pour les tourtes et les nougats. Comme il débutait dans le pays, il avait soigné les choses. Et il apporta lui-même au dessert une pièce montée qui fit pousser des cris. À la base d'abord, c'était un carré de carton bleu figurant un temple, avec portique, colonnade et statuettes de stuc tout autour, dans des niches constellées d'étoiles en papier doré. Puis se tenait au second étage un donjon en gâteau de Savoie, entouré de menues fortifications en angélique, amandes, raisins secs, quartiers d'orange. Et enfin, sur la plateforme supérieure, qui était une prairie verte, où il y avait des rochers avec des lacs de confiture et des bateaux en écale de noisettes, on voyait un petit amour se balançant à une escarpolette de chocolat, dont les 2 poteaux étaient terminés par 2 boutons de rose naturels en guise de boule au sommet.
d'interprétation. Bravo pour ce morceau long et virtuose. Après toutes ces agapes, on peut rêver de repas plus légers, plus frugaux, plus authentiques. L'écrivain Joseph Belteil, natif de l'Aude, plus précisément d'un village qui s'appelle Pieux, a vécu près d'ici, à Grabels, dans une tuilerie à Massane. Il a écrit un hymne à la cuisine paléolithique, entendez par là simplifié, débarrassé de tous ces oripeaux bourgeois. Écoutez maintenant ces bons préceptes. Ce livre de cuisine n'est pas un livre comme les autres. Ne vous attendez pas à de mirifiques recettes, à des trouvailles de gala. Ce n'est qu'un précis d'alimentation naturelle. La cuisine brute, comme il y a l'art brut. La cuisine paléolithique, c'est la cuisine de Dieu. Je n'ai voulu que préserver de l'oubli, ici ou là, quelques essentiels points de détail, quelques drôles de trucs, quelques immémorial secrets. Ce que j'appelle le point d'or. Dans la recette de la paella, par exemple, à Dieu ne plaise que je ne vous montre toute l'architecture et que je vous laisse toute l'alias. Je ne retiens qu'un détail, le bois d'oranger. Pour les petits pois, il s'agit de les cueillir avant le coucher du soleil. Pour le chou, c'est la fonte, etc. Il n'y aura donc ici que 14 recettes, juste une par semaine. Mais toutes les semaines du monde se ressemblent, et voilà votre bréviaire pour toute votre vie. Oui, j'ai horreur de ces monstrueux livres de cuisine, de 500 ou 5000 pages, avec des milliers ou des millions de recettes, où l'on patauge, il perd son latin et donne sa langue au chat. Le grand péché de la cuisine, c'est la luxure, la sentimentalité, les fleurs de rhétorique, s'entend. La cuisine est proportion, anthroporythmie, nombre d'or, parthénon. Pour moi, je n'ai connu dans toute mon enfance, dans mon village de Pieux, que 3 plats. La soupe, la fricassée et le rôti. 3 et c'est tout. Et donc, vive le plat unique. En France, tout finit par des chansons. Nous allons bientôt terminer. Mais avant que nous terminions par une chanson, je laisse la parole quelques instants à la secrétaire générale de notre association et qui souhaite vous dire quelques mots. Et nous terminerons par
l'air du Cake d'amour de Jacques Demy. Voilà, donc avant de nous quitter en chanson, je voudrais tout d'abord remercier en notre nom à tous, je crois que je peux parler pour les membres de l'association, mais également pour vous tous spectateurs, les musiciens qui sont venus bénévolement jouer pour nous en ce bel après-midi et qui nous ont enchantés. Merci beaucoup à vous. Je vais donc vous inviter, si le cœur vous en dit, à reprendre la chanson de Demy, le fameux Cake d'amour, d'Ampodane avec Martine. Auparavant, je vous invite, si vous avez envie, de soutenir l'association, de partager nos activités. Je vous invite à venir nous voir. Nous sommes à votre disposition. Et comme nous sommes aussi une petite association, et bien entendu sans subvention, et toute jeune par-dessus le marché, nous ferons passer un petit canotier avant que vous nous quittiez, si le cœur vous en dit. Alors, nous allons chanter ensemble. Je vais essayer, en tout cas, grâce aux musiciens, de chanter cette recette. Alors, connue par le film de Jacques Demy, Podane, mais il faut rendre à César ce qui appartient à César. D'abord, c'était Perrault qui a écrit ce conte, mais surtout la musique que nous allons entendre est une musique de Michel Legrand. Voilà, donc vous êtes invités à reprendre ces paroles, vous les connaissez par cœur, les enfants peut-être. Voilà. Et vous excuserez mon non-professionnalisme dans cette affaire. Je m'approche de...
décideront